démocrate ne doit pas être un alarmiste. Un démocrate ne doit pas paniquer. Alors donc, encore une fois, quand on opte pour la démocratie, passez-moi l'expression, on opte pour les emmerdements qui lui sont consubstantiels. Naturellement, dans les limites de la stabilité, dans les limites du respect des lois, dans les limites de la préservation de la paix sociale et de la paix civile. Ça, c'est sûr. Hein. De quand on pensait que Abdoulaye Wade a tenté de manipuler l'opinion pour faire monter la pression, pour mettre davantage la pression sur le régime de Macky Sall. Quelle est votre sentence? Ce n'est pas à exclure, c'est aussi de bonne guerre. Une politique, ça va de pair avec des recettes. C'est comme la guerre. La guerre a ses recettes tactiques, ses recettes stratégiques. La politique aussi, elle est comme ça. D'ailleurs, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Je crois que la formule, elle est de Mao, et je crois savoir que Mao l'a empruntée à Clausewitz. Donc, en fait, c'est ça. Wade, il a ses astuces, il a ses artifices, il a ses coups. Ça va de pair avec des ruses aussi, la politique. Et pour caractériser Abdoulaye Wade, je peux vous donner une formule, passez-moi l'expression et pardonnez-moi son côté un peu choc. Abdoulaye Wade, 1, il est plus malin qu'une tribu de singes. Abdoulaye Wade, 2, c'est le croisé, donc le métissage, c'est le croisé du tigre et du renard. Il a tout du renard, c'est-à-dire cette ruse-là qui est digne d'un sioux, mais il a également tout du tigre, c'est-à-dire cette efficacité, le caractère redoutable de son savoir-faire politique, donc ses crocs, ses griffes, etc. Alors quand on est le croisé du tigre et du renard, on est politiquement redoutable. Donc on ne manque pas de recettes. Les Wolof diraient de femme. Était-ce dans l'intérêt de Macky Sall d'empêcher le retour de Abdoulaye Wade et de le faire passer par conséquent comme une victime? Non, l'a-t-il empêché? Je ne le crois pas. La preuve, c'est qu'il est de retour. Donc Macky Sall n'a pas empêché le retour. Mais était-ce dans son intérêt? Je crois que ce qui s'est passé, ce n'est pas un empêchement, mais c'était une volonté d'encadrement avec tout ce que cela implique comme maladresse que nous avons observé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interdiction proprement dite, mais on a été dans l'antichambre de l'interdiction. Alors, et ça n'a pas été bon, bien entendu, parce que dans des cas pareils, lorsque vous procédez à une interdiction, vous ouvrez la porte de l'escalade, avec toute la gamme des spirales que cela implique. Or, dans un contexte de démocratie normale, on peut faire l'économie de ces violences verbales, y compris peut-être les violences tout court qui sont sous-jacentes à la violence verbale. Alors donc, moi, ce que je conseille aux uns et aux autres, c'est effectivement d'être à la hauteur des défis démocratiques, d'être à la hauteur des défis politiques. Le Sénégal n'est pas n'importe quel pays. Ces gens viennent d'arriver au pouvoir, ils ne doivent pas perdre de vue que le Sénégal a une histoire, notamment une histoire récente, dont nous avons tous un excellent souvenir. Je vais vous dire quelque chose. Dans les années 80-90, le président Abdou Diouf était souvent assiégé par certains chefs d'État africains, menés par le président Omar Bongo du Gabon. Il disait à Abdou Diouf, mais non, votre démocratie sénégalaise, là, ça risque de nous contaminer, ça risque de nous déstabiliser, arrêtez ça, vous êtes le seul îlot de démocratie dans un océan de parti unique et de stabilité et de discipline de fer. Abdou Diouf leur répondait, ça c'est conforme au génie sénégalais. Je ne peux pas l'arrêter. Une démocratie, on ne l'arrête pas, on l'approfondit. C'était la réponse d'Abdou Diouf au Omar Bongo et autres là qui s'inquiétaient, et autres et Adema, qui s'inquiétaient effectivement des ondes de choc de la démocratie. Alors donc, encore une fois, il faut que Macky Sall, ses conseillers, ses collaborateurs, son gouvernement soient les dignes héritiers d'Abdou Diouf, les dignes héritiers de Senghor, c'est-à-dire qu'ils soient à la hauteur, encore une fois, des impératifs et des démocraties et des impératifs et des défis de la démocratie sénégalaise. Mais y avait-il des raisons pour le gouvernement en place de craindre un éventuel retour de Abdoulaye Wade? De quand on qualifiait ce gouvernement et ses alliés de frileux? Bon, vous savez, la frilosité, elle est là. Mais en fait, pour moi, je la balaye d'un revers de main pour convoquer tout le monde vers les obligations démocratiques du peuple sénégalais. Que le peuple sénégalais, effectivement, a les obligations démocratiques que le peuple sénégalais chérit. Voilà. Nous aimons la démocratie. Saint-Just disait, pour implanter une démocratie, il faut la faire aimer. La démocratie, ce n'est pas simplement un décor électoral, c'est-à-dire des scrutins à répétition. La démocratie, ce n'est pas simplement un apparat juridique, c'est-à-dire une foule de textes. La démocratie, c'est une affaire de sincérité. Les opposants doivent être démocrates, les gouvernants doivent être démocrates. Ce qui suppose et implique un approfondissement permanent. On a des libertés qui sont anciennes dans ce pays. Je vous rappelle que le Sénégal n'a pas attendu la chute du mur de Berlin en 1989 pour mettre en chantier sa démocratie. L'ouverture élargie a commencé en 1974. Même avant 1974,
Il y avait une certaine démocratie sénégalaise. Elle était dans les limbes, elle était embryonnaire, mais elle était là. Alors donc aujourd'hui, la mission pour les uns et pour les autres, quand je dis pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire les uns qui sont de l'autre côté de la barrière et bien entendu ceux qui gouvernent. Est-ce que vous êtes en train d'accréditer la thèse selon laquelle il y a eu une entrave à l'exercice d'une liberté individuelle? Il y a un étouffement progressif des libertés. Le mur du littoral en est une parfaite illustration. Voilà un mur, un terrain qui est le fruit d'un troc entre deux États pour l'implantation d'une ambassade ici et d'une ambassade à Ankara. Bon, jusque-là, c'est classique. Les États ont des pratiques de cette nature-là. Mais nous sommes une démocratie, la Turquie est une démocratie. On a enregistré en Turquie des manifestations liées à la défense d'un espace au cœur d'Ankara. Ici, on enregistre également des manifestations liées à la protection du littoral. Mais les gens qui habitent Fan, les gens qui habitent le Point E, ne sont pas des badauds, encore moins des vandales. C'est des bourgeois qui ont des voitures, des piscines chez eux. Mais ces gens, on n'a pas besoin de les lacrymogéner, passez-moi l'expression. Ils voulaient tout simplement manifester leur mécontentement, donc faire passer un message. On est loin des Yembel, on est loin des bidonvilles. Il n'y a pas de vandales dans le secteur du littoral. C'est des maisons cossues, huppées, bourgeoises. Deuxièmement, si le gouvernement était intelligent, passez-moi l'expression au sens machiavélique du terme, s'il était intelligent, il encouragerait en soumettre cette manifestation, histoire de faire peser sur la balance dans la négociation avec la Turquie, histoire de faire peser le poids de l'opinion publique sur la balance, en faisant comprendre aux Turcs, vous savez, je veux bien assurer la continuité de l'État à propos de cette décision-là, mais aussi, en tant que pays démocratique, j'ai mon opinion publique qui me marche sur les pieds, je suis un peu coincé. Et puis la théorie de la continuité de l'État à propos du mur du littoral, ça me fait rire. Continuité de l'État pour continuité de l'État. Avant de quitter l'État, Abdoulaye Wade avait gelé les accords de défense avec la France. Pourquoi, au nom de la continuité de l'État qu'on applique au mur, Macky Sall n'a pas maintenu le même gel? Il les a réactivés entre deux tours d'élection en France. Alors, ouais, c'est donc dire que la continuité de l'État aussi a ses limites. La continuité ne doit pas tuer l'État. Il y a d'abord l'État avant la continuité. Mais si on veut que la continuité chapeaute l'État, ça devient un argument tiré par les cheveux et fallacieux. Mais dans le cas de Abdoulaye Wade, est-ce que vous accréditez la thèse selon laquelle il y a eu des entraves à l'exercice de ces libertés de citoyens? Non, dans le détail, je ne peux pas me prononcer parce que, n'étant ni décideur, ni responsable du PDS, donc éloigné des tractations, notamment les tractations souterraines, y compris le volet des tractations qui a eu pour cadre le Royaume du Maroc. Donc vous me demandez de répondre à des questions qui sont un peu aériennes pour moi. Et l'honnêteté intellectuelle me commande de dire « je ne sais pas ». Bon, mais en tant qu'observateur avisé et relativement averti de ce qui se passe dans mon pays, ce que je sais, c'est qu'il y a eu quelques difficultés. Mais tout est fini qui finit bien, tout est bien qui finit bien. Il est arrivé. Je crois que ce qui est intéressant, c'est, si vous voulez, le décryptage du retour d'Abdoulaye Wade. D'abord en surface et ensuite dans les entrailles de l'événement. Je crois que c'est ça qui est capital. Il est à Dakar, il a été accueilli en grande pompe par des militants et des sympathisants. En voyant un peu les images à la télévision, qu'est-ce que ces images vous inspirent comme commentaire? Alors, le retour d'Abdoulaye Wade fourmille, foisonne d'enseignements. Et je souhaite que le gouvernement de la République tire ses leçons, tire ses enseignements. Il y en a à foison, je me répète. Alors, d'abord, en surface. De prime abord, c'est un retour qui s'est déroulé de façon spectaculaire et par conséquent nous a installés dans l'antichambre d'un ouragan. L'antichambre d'un ouragan. Le lieu et l'heure sont éloquents à cet égard. La VDN, ce n'est pas Yembel. La VDN est bordée par des maisons bourgeoises, habitées par des gens qui sont économiquement à l'aise ou relativement à l'aise. En tout cas, ils ne sont pas mal lotis comme les gens de la banlieue. Alors, si Abdoulaye Wade peut faire sortir des grappes humaines des maisons bourgeoises à 23h, je ne parle pas des nombreux militants du parti qui étaient à la permanence du parti. Eux, ils avaient accompli leur devoir de militants. Moi, je parle de cette marée humaine. Ces grappes qui sont sorties des maisons au fur et à mesure que le cortège avançait. D'ailleurs, un épisode cocasse et particulièrement révélateur de la magie des foules chez Abdoulaye Wade, qui a été relaté par une radio de la place, dont la ligne éditoriale n'est pas toujours favorable à Abdoulaye Wade. Alors, on nous parle d'une femme jaillie de sa chambre
en robe de chambre, pardonnez-moi l'expression, jusqu'à la rue pour applaudir Abdoulaye Wade. Assez risqué et péril, parce qu'avec les malabars qu'on avait dans la foule, il aurait pu être violé. Alors, cela veut dire donc que Abdoulaye Wade est le génie des foules, et aussi il a la magie des foules. Mais ça, c'est une lecture, disons, de surface. Maintenant, dans les entrailles de l'événement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'événement bouscule beaucoup de clichés et brise beaucoup d'arguments. Jusqu'à une date récente, on nous disait que la traque des biens mal acquis était une demande sociale. Or, à la lumière de ce qui a été prononcé, ce qui a été répété, ce qui a été scandé comme slogan, góor gi dañ juumoon, góor gi on en a assez, plus la ferveur tout court qui était palpable. Mais la traque reste une demande sociale. C'est peut-être le pilotage du dossier par les autorités actuelles qui pose problème aux populations et autres observateurs. Je suis du même avis que vous. D'ailleurs, quand on parlera de l'affaire Karim, vous verrez que moi, je ne vais pas m'appesantir sur la procédure. Je suis un républicain qui ne veut pas être bavard sur les affaires qui sont pendantes devant la justice. Mais effectivement, on parlera du pilotage à géométrie variable et du pilotage lacunaire de ce dossier. Mais encore une fois, cette ferveur, plus les slogans, ont démontré amplement que la demande sociale est présentement reléguée au second, plutôt la traque des biens mal acquis est reléguée au second plan. Deuxièmement, l'argument qui pivote autour de la popularité du président de la République, qui était initialement vrai. Macky est arrivé au pouvoir avec 65% des voix. Ce qui veut dire qu'Abdoulaye Wade n'a pas été battu. Il a été largement battu. Toutefois, même si on n'a pas de sondage fiable, parce que les sondages ont des contours scientifiques qu'on ne peut pas mettre en œuvre dans cette émission-là. Donc moi, je ne parle pas de sondage. Mais une chose est sûre, c'est que la marée humaine a été un échantillon remarquable du peuple sénégalais, appréciable. Et ce que la marée humaine a hurlé représente un excellent baromètre qui illustre l'érosion de l'audience du président de la République. Et ce n'est pas gênant. Et je dis au Conseil du Président qu'il n'est pas gênant de... L'érosion de l'audience ou un rejet par une certaine frange de la population sénégalaise de la gouvernance actuelle? Ça revient au même. Je crois que même le mot érosion est un euphémisme, c'est encore plus... Je pense qu'il faut faire la différence entre le chef de l'État et le mode de gouvernance. Mais qui chapeaute la gouvernance? Qui définit la politique du pays? C'est le président de la République, surtout dans un régime ultra-présidentiel comme celui du Sénégal. On n'a pas un régime parlementaire. Bon, donc pour revenir maintenant au poids... En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas Macky Sall, intitulé personae, qui est rejeté par les populations, mais c'est le mode de gouvernance, la manière dont les affaires sont aujourd'hui chapeautées par le régime de Macky Sall. Permettez-moi de vous dire que... Ceci est différent du scénario qu'on a eu en 2012, où c'est un homme et son régime qui ont été rejetés par les populations. Si barrière il y a, elle est fluide. Moi, je ne vois pas très bien... Elle est très tenue, la frontière. Si elle existe, si la frontière existe, elle est fluide. Permettez-moi de vous dire que le chef est toujours responsable sous tous les cieux. Si Hissène Habré est aujourd'hui en prison, c'est parce qu'il est responsable, mais tout le monde sait que Hissène Habré n'allait pas dans les cellules pour torturer les gens. Si aujourd'hui le Mali demande l'extradition de ATT, c'est parce qu'il a été chef suprême des armées, président de la République, et il a perdu la guerre dans des conditions qui interpellent les Maliens et qui l'interpellent lui. Mais tout le monde sait que ATT, général, président de la République à Koulouba, il ne prenait pas son fusil, il ne montait pas à l'assaut à Gao. Mais le chef, il est toujours responsable. Donc la gouvernance qu'on a ici, qu'elle soit acceptée, qu'elle soit rejetée, cette gouvernance, elle est de la responsabilité de Macky Sall. Donc laissez-moi développer mon argument autour, effectivement, de l'érosion de cette popularité du président de la République. Mettons de côté le mot audience pour prendre popularité parce que c'est encore plus vivace. Alors je crois que, donc, on doit en tirer les leçons. Et ce n'est pas honteux. Mais en France, le président Hollande vient de connaître un affaissement dans les sondages, alors qu'il a été élu et bien élu. Une raclée électorale. Très bien, vous allez même plus loin et plus sévèrement que moi. Et il a rectifié le tir immédiatement. Hérault a été balayé et Valls est arrivé. Mais ça, c'est la respiration de la démocratie. Ça, ce sont les péripéties qui accompagnent toute gouvernance démocratique. Donc, il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne à tirer les leçons de l'arrivée de Wade. Alors, pour moi, il faut en tirer les leçons. Et se remettre en cause, vous voulez dire? Oui, si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, de toutes les façons, les leçons, on ne les tire pas pour rien. On les tire, c'est pour effectivement les exploiter à bon escient. À bon escient.
Donc ce n'est pas méchant de tirer les leçons. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à tirer les leçons d'un événement de façon particulièrement correcte. Quels sont les contours de ce bouleversement, de ce processus de remise en cause qui devrait peut-être intervenir dans les prochains jours?